Pour le Kremlin, aucun doute, l'attaque de drones qui a visé Moscou ce matin est une réponse de l'Ukraine aux 17 vagues de bombardements opérées par des drones de combat russes depuis début mai. Les autorités ukrainiennes démentent ce soir toute implication. Faut-il parler d'une nouvelle stratégie militaire des belligérants? Est-ce un tournant dans ce conflit? On en parle avec Cyril Brett. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste en géopolitique, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Avec nous également Laetitia Spetchinski, professeure à l'Institut d'études européennes de Louvain en Belgique, autrice du livre Europe-Russie, chronique d'une rupture annoncée, presse universitaire de Louvain. Avant de vous entendre, tous les deux, on écoute Vladimir Poutine au sujet donc de cette attaque de drone qui a visé Moscou ce matin. Le régime de Kiev a choisi une voie différente, celle de tenter de terrifier la Russie, de terrifier les citoyens de la Russie et de frapper les bâtiments résidentiels. Cyril Brett, Moscou touché par des drones, est-ce que ça peut envenimer encore plus ce conflit? Vladimir Poutine, on vient de l'entendre, parle d'une volonté de terroriser. Oui, le concept de terrorisme est utilisé abondamment par le gouvernement russe, mais quelles que soient les circonstances, en gros, sont des terroristes tous ceux qui s'opposent au régime moscovite depuis des années. Ce qui est certain, c'est que des attaques de drones, surtout si les unités sont nombreuses et coordonnées, dans la profondeur du territoire russe et sur des cibles civiles, sont de nature à changer le rapport de force. Pour le moment, les forces armées ukrainiennes avaient surtout résisté sur leur propre territoire à une invasion militaire en visant des cibles militaires. Cette attaque non revendiquée indique une inflexion qui vise à instaurer une symétrie dans le rapport de force. Ce que vous nous ferez, nous sommes capables de le faire. Voilà le message de cette attaque qui n'a pas changé la donne militaire, mais qui peut changer la donne politique. Laetitia Spetchinski, l'armée ukrainienne, elle a déjà utilisé des drones, mais sur son territoire, notamment les drones de fabrication turque Bayraktar. Est-ce que l'armée ukrainienne dispose de drones capables de frapper Moscou ? Alors écoutez, je ne connais pas les spécificités techniques des drones ukrainiens, mais effectivement, on en a vu déjà en action depuis le début du conflit. Maintenant, la capacité ukrainienne à frapper le territoire russe avec des drones, ça c'est une question qu'on laissera aux experts et aux militaires. Il faut noter quand même que pour l'instant, l'Ukraine n'a pas revendiqué, enfin n'a nullement revendiqué cette attaque, que le Kremlin lui-même a plus ou moins diminué en fait l'ampleur de l'attaque en signalant qu'il y avait eu des drones effectivement qui s'étaient approchés ou qui étaient même entrés par des fenêtres dans des bâtiments, mais qu'aucun dommage n'était à signaler, enfin aucun dommage humain, et puis surtout que la défense antiaérienne russe avait remarquablement fait son travail. Donc le message russe, paradoxalement, est un petit peu de diminuer la valeur ou la dangerosité d'une éventuelle attaque extérieure. Cyril Brett, fait plutôt rare. Hier, les autorités ukrainiennes ont reconnu avoir eu des pertes militaires sur un aérodrome en parlant d'objets volants, 4 objets volants. Il s'agirait d'avions ukrainiens. Je le disais, c'est plutôt rare. Est-ce que vous diriez que la Russie a une nouvelle stratégie avec ces dizaines de vagues de bombardements, souvent nocturnes, sur notamment des cibles militaires ou encore de dépôts de munitions et d'armes livrées par l'Occident ? À elle seule, l'utilisation d'une arme, d'un système d'armes, d'un vecteur ou d'un nouveau type d'aéronef ne fait pas une stratégie. Ça n'est pas parce qu'on utilise tel ou tel équipement sur Terre, dans l'air, dans le cyber qu'on a changé de stratégie. En revanche, vous avez raison de le noter, la durée de cette invasion, les pertes possibles, les pertes probables et les destructions, la difficulté de mobiliser les ressources technologiques et financières requiert de la part des deux ennemis, des deux parties, des modulations de la stratégie. De ce qu'on voit, la stratégie russe, elle repose d'abord dans la consolidation de l'emprise territoriale sur les 20% envahis et illégalement annexés du territoire ukrainien. Elle repose également sur des frappes aux profondeurs. On se souvient cet hiver et cet automne de l'utilisation de missiles et désormais donc l'utilisation de ces drones à plus grande échelle et de façon plus massive. Toute stratégie est adaptative. La Russie va attendre
de mesurer l'impact réel de ces attaques et de ces impacts pour les généraliser et pour les intégrer dans une stratégie générale. Pour le moment, un peu plus d'un an après l'invasion, la stratégie russe, c'est surtout de tenir bon et de consolider ces acquis territoriaux illégaux, alors que la stratégie ukrainienne, elle, est de reprendre l'initiative pour recouvrer l'intégralité de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. On va parler tout à l'heure de la stratégie, cette fois, du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a multiplié les déplacements. Mais d'abord, juste sur Vladimir Poutine et Tissa Spechinski, est-ce que le président russe sait où il va dans ce conflit ? À nouveau, là, je dirais que ce qui a changé ces derniers temps, c'est clairement l'apparition des signes de vulnérabilité interne au système de commandement. Il y a énormément de travaux, d'articles, de réseaux sociaux aussi qui font état de cette fragilisation de la base décisionnelle de Vladimir Poutine, alors que lui apparaît effectivement toujours comme étant l'homme en contrôle de la situation. Et pourtant, les récentes vidéos, évidemment, du patron de Wagner, qui était particulièrement corrosives en fait pour le pouvoir russe, ont fait énormément de bruit. Elles ont prouvé qu'il y avait des dissensions colossales au sein de la base militaire de l'opération russe, de la guerre menée par la Russie. Donc les dissensions entre cette société paramilitaire et les autorités de l'armée régulière, avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, et puis au sein même de la base populaire de Poutine, il y a eu aussi des fuites de ces hommes d'affaires, de ces personnalités de la culture qui se plaignaient des décisions qui sont prises au sommet de l'État par celui que certains appellent le petit grand-père, etc. Donc il y a en fait des fuites qui démontrent un affaiblissement quand même. On voit que Poutine ne tient plus de la même manière sa base qu'il le faisait au début. Et puis je voudrais relier ça peut-être à l'affaire des drones, parce qu'il y a eu aussi les attaques sur le territoire russe, mais alors à la frontière ukrainienne, dont on a laissé entendre que certains pouvaient être menés également par des groupes de dissidents. On parle de l'absence de dissidence et d'opposition en Russie. On critique en Occident le fait que les Russes ne descendent pas dans la rue, ne prennent pas véritablement position, et pourtant il y a des opérations qui sont menées en Russie même, et peut-être même par des Russes qui essayent de montrer leur opposition de manière aussi discrète que possible, mais de le montrer quand même à la stratégie du Kremlin. En tout cas, il y en a un qui en a payé le prix fort visiblement, Cyril Brett, c'est Piotr Koucherenko, vice-ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur de Vladimir Poutine. Il avait critiqué la guerre en Ukraine et, je cite, le degré de brutalisation de l'État russe auprès d'un journaliste. Il a été retrouvé sans vie récemment. Est-ce qu'il y a encore autour de Vladimir Poutine des personnes qui peuvent influencer ses décisions ? Les influencer, les nourrir, les alimenter avec des informations, des opinions, sans doute. Critiquer publiquement la stratégie générale du président russe et sa campagne militaire en Ukraine en particulier, j'en doute. Cyril Brett, on reste avec vous. Pourquoi la contre-offensive ukrainienne n'a toujours pas débuté ? On parlait de l'hiver, on parlait de la fin de l'hiver et de l'arrivée du printemps. Il n'en est rien. Pourquoi et comment l'expliquez-vous ? Les offensives militaires, surtout si elles sont d'ampleur, nécessitent une certaine surprise. L'imprévisibilité sur le lieu, l'imprévisibilité sur le temps, l'imprévisibilité sur les moyens, sur les équipements, sur le rythme, concourent au succès ou accroît les chances de succès. La contre-offensive et la reconquête ukrainienne sont un thème de mobilisation politique interne et internationale à destination des soutiens de l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, le gouvernement ukrainien a très habilement laissé filtrer puis exposer les raisons, les motivations, la légitimité, l'inéluctabilité de ces campagnes militaires. Mais les campagnes militaires ne sont pas des campagnes électorales. Elles n'ont pas de terme, elles n'ont pas de date, elles n'ont pas de procédure. De sorte que cette offensive est environnée d'un brouillard et c'est la condition de son succès tactique. L'une des conditions.
Ah, et Volodymyr Zelensky, lui, en tous les cas, s'exprime beaucoup moins qu'auparavant, qu'au début du conflit. C'était quasiment quotidien. En revanche, il multiplie les déplacements. On l'a vu en Arabie Saoudite, il y avait eu la tournée européenne. Et puis au Japon, à Hiroshima, lors du sommet du G7. La question, elle est pour vous, Laetitia Szpetynski. La stratégie du président ukrainien a-t-elle évolué au fil des mois ? Écoutez, vous posez une question difficile hein, parce que je pense qu'elle s'est professionnalisée, intensifiée, mais elle a gardé les paramètres sur lesquels il avait bâti la résonance qu'il avait acquis au départ, c'est-à-dire une communication qui est extrêmement contrôlée, qui est très balisée sur le fond, avec des messages clairs qui sont extrêmement répétitifs et surtout le message permanent qui est adressé à tous les forums. Et le fait que Zelensky se soit adressé aussi à la Ligue arabe est un signal fort parce qu'au G7, il est avec ses alliés, donc c'était plus acquis. Mais dans tous les domaines, c'est des messages qui sont en fait très stables et qui sont dont on peut identifier les principaux. C'est essentiellement, premièrement, l'intégrité territoriale des États est notre intérêt à tous. Il s'adresse à l'ensemble des États, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, pour dire nous avons tous un voisin qui peut avoir des visées sur un morceau de notre territoire. Il est dans notre intérêt commun de défendre le principe de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières. Point, c'est un message qui doit résonner dans la tête de tous les chefs d'État. Donc, première chose. Deuxième chose, pour nous aider à défendre ce principe et cette réalité, il nous faut des armes parce que seuls nous ne pouvons pas. Alors, ça, je n'ai même pas besoin de répéter ce message du transfert de capacités, de compétences, mais aussi de formation. Ça, c'est le message qui est répété par Zelensky partout. J'ajouterai simplement que il ne s'agit pas seulement d'une demande de soutien militaire dans l'absolu, mais aussi d'une demande de soutien militaire intelligent, c'est-à-dire de fournir des armes qui sont intégrées, qui fonctionnent de manière intégrée, parce que l'armée ukrainienne ne peut pas aussi rapidement se former à l'ensemble des modèles qui existent sur le marché. Donc, il faut avoir la capacité de se former rapidement. Et pour se former rapidement, il faut que les armes qui soient transférées soient des armes qui fonctionnent de manière intégrée. Notamment, on a beaucoup parlé des chars et des avions dans ce cadre-là. Oui, Volodymyr Zelensky qui attend toujours les avions de combat. Laetitia Szpetynski, vous le savez, vous qui travaillez sur les relations Russie-Europe, ce conflit a des conséquences dans les pays d'Europe, notamment en Pologne, où le président Andrzej Duda a donné son feu vert à la création d'une commission d'enquête, je cite, sur l'influence russe en Pologne. Il y a des réactions en Russie, des voix s'élèvent pour dénoncer une requête stalinienne. On va écouter le président polonais et vous réagissez juste après. J'ai décidé de ratifier la loi votée récemment au Parlement polonais et qui concerne la création d'une commission nationale spéciale qui doit éclaircir les influences russes sur les questions liées à la sécurité du pays au cours des 20 dernières années. Voilà, l'opposition polonaise et de nombreux juristes qualifient cette décision d'anticonstitutionnelle. Y a-t-il un risque de chasse aux sorcières, Laetitia Szpetynski ? Je pense que plus simplement, en fait, la Pologne est en train le gouvernement polonais ici est en train de réitérer une procédure qu'elle avait déjà entamée après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin du réseau communiste et qui avait été formalisée par la suite. C'est ce qu'on appelait les lois de lustration, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises par les États post-communistes ou post-soviétiques comme les États baltes pour s'assurer de libérer l'administration publique d'une potentielle colonne en réalité d'espions russes ou à la solde de la Russie. Ce qu'on avait fait à l'époque, c'était de s'assurer que les personnes qui travaillent pour l'État ou dans l'administration publique sont parfaitement hermétique à toute forme d'influence russe. Ici, c'est un pas plus loin parce qu'on revient en fait avec cette même méthode, mais 15 ans plus tard. Mais c'est moyennement étonnant dans la mesure où la Pologne et les États baltes ont aussi été les premiers à inciter
inciter leurs collègues européens à fermer les frontières aux citoyens russes, même ceux qui, a priori, n'ont rien à voir avec la guerre, de limiter l'octroi des visas, même des visas humanitaires. Donc il y a une immense méfiance, c'est une question de sécurité, mais certains, évidemment, y voient également une manœuvre électorale à l'approche des élections de l'automne. Et pour clore cette page, un dernier mot peut-être pour vous, Cyril Brett. Cela fait maintenant un an et 3 mois que dure ce conflit. Est-ce qu'il y a encore une place pour une médiation? On a parlé du plan de paix chinois. On a vu Volodymyr Zelensky, notamment en Arabie Saoudite. Qui peut quoi? Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu en Turquie. Les solutions juridiques ne seront trouvées que quand les deux ennemis y trouveront leur intérêt, soit que le rapport de force militaire soit particulièrement favorable à l'un des deux, soit que le statu quo soit tellement consommateur des ressources nationales qu'il trouve la nécessité de négocier. Pour négocier, il faut absolument trouver son intérêt dans la résolution non militaire du conflit. Pour le moment, les espoirs de résolution militaire sont trop forts. Merci beaucoup Cyril Brett, merci Laetitia Spetchinski pour votre éclairage ce soir donc concernant ce conflit entre la Russie et l'Ukraine.